Du SOUF, qui est avocate. Bonjour à Valérie. Avocate au cabinet DR Avocat, c'est ça? C'est ça. Vous êtes également coach en développement personnel. Oui. Avocate en droit du travail au barreau de Paris et de Madrid. Exactement. Voilà. Et puis vous avez écrit ce livre, Le Code de la mère Absolument. active. C'est un livre autour de la conciliation, c'est ça, maternité, parentalité et vie active. Exactement. C'est un gros souci. C'est un vrai sujet que j'ai pu On parlait de la conciliation au télétravail garde juste avant. Oui, tout à fait. Et effectivement, j'ai constaté par mon expérience personnelle et puis auprès de mes clients, cabinet d'avocats et cabinet de développement personnel, qui avaient un vrai souci autour de la conciliation maternité et carrière. Et donc, je me suis dit, il faut absolument aider les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable que les femmes puissent concilier maternité et carrière. C'est tout à fait possible. J'en suis la preuve. Il y a de nombreuses femmes qui aujourd'hui ont une carrière merveilleuse. Et il faut arrêter de se mettre des barrières internes. Il y a suffisamment de difficultés dans la vie professionnelle, donc il faut pouvoir les accompagner. C'est pour ça que j'ai fait un ouvrage sur la base de conseils juridiques et pratiques pour les encourager, un peu du coaching juridique. Allier les deux. Exactement. Monsieur... Alors, ça peut être l'anonymat, déjà, parce que c'est vrai que ça facilite énormément la libération de la parole. Moi, je suis une fervente défenseur de la libération de la parole, parce que je pense que c'est un atout formidable. Et je suis ravie de ces affaires MeToo, même s'il y a des dérives, et que je pense que nous sommes dans un état de droit et qu'il est impératif que l'on respecte la présomption d'innocence. Pour autant, pour moi, l'apprentissage majeur de ces affaires MeToo, Balance ton port, c'est avant tout pour les femmes. C'est les femmes qui savent maintenant ce qu'elles sont en droit d'accepter et ce qu'elles ne doivent plus accepter. Et trop longtemps, en fait, on a considéré comme normal des comportements qui sont inadmissibles. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que moi-même, j'ai été élevée, quarantenaire, donc j'ai été élevée dans cette éducation un petit peu patriarcale et traditionnelle. Donc forcément, je connais ce conditionnement, on l'a vécu. Et je sais qu'aujourd'hui, je pense que le plus grand apprentissage est par rapport à notre génération. Maintenant, nous sommes plus au clair sur ce que nous pouvons accepter, ce que nous devons pas accepter. C'est la fin d'un modèle, en fait. On a basculé... Alors, oui, mais ça va prendre encore du temps. Parce qu'on sait que ces affaires-là, elles ne sont pas non plus, elles datent pas d'hier. C'est pas Weinstein qui a tout d'un coup révélé une boîte de Pandore. Il y avait quand même des affaires antérieurement. Et je pense que le changement des mentalités prend encore du temps. Et c'est pour ça que c'est vraiment à nous, aussi de nouvelle génération, d'éduquer aussi nos enfants par plein de choses comme les biais inconscients. Je pense notamment à une pub pour un VTC, une société de VTC qui avait fait une pub dans le métro avec une femme qui était en train de tromper son mari et que du coup le mari disait « Ah ben je rentre plus tôt et je vais pouvoir choper ma femme en train de me tromper ». Ça, ce sont des biais inconscients. Et c'est à force aussi de véhiculer ce genre d'images-là que on accepte des comportements permissifs. Et ça, il faut qu'on mette fin. Et donc, c'est notre responsabilité à tous. Et donc, je suis ravie de ce genre d'initiative qui permettent effectivement de reprendre la parole par une libération aussi. Et je pense que c'est très important. Et il faut qu'on puisse accompagner les victimes. Et pour ça, que ce soit en interne ou en externe, peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse parler. Lionel Cagnard-Leroy... Ce que dit Lionel est tout à fait intéressant. Alors d'abord, c'est vrai que la première chose, et moi je le vois systématiquement, la première chose qui est remise en cause, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est très très net. Et après, on a l'impression que c'est de notre faute, en fait. Oui, alors ça, puis on se sent tout d'un coup rabaissé, enfin on se sent plus rien, on sent moins que rien. Et ça, c'est vraiment très très fort. Je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte immédiatement. Et effectivement, comme le dit Lionel aussi, le côté systémique, global, est très important parce que il y a quand même un échange entre la victime et l'agresseur. Alors, j'utilise des mots forts à bon escient. Je fais exprès d'utiliser des mots qui sont forts. Entre la victime et l'agresseur, il y a une corrélation. Et souvent, moi, ce que j'ai pu constater dans ma pratique, dans mon accompagnement, que ce soit juridique ou de coaching, c'est le profil de la victime et de l'agresseur. Alors, j'utilise des guillemets, on va mettre des guillemets plutôt pour être un peu plus modéré, mais ce sont souvent des profils un peu atypiques, avec des personnes qui vont être hypersensibles au potentiel, ce qu'on appelle des zèbres, qui vont être plus vulnérables, plus fragiles aussi à des interactions avec des jeux de rôle, avec des dominations, enfin ça va être un peu complexe et c'est pour ça que c'est aussi très difficile de se sortir de phénomènes d'emprise parce qu'on peut aller aussi jusqu'à phénomène d'emprise avec le harcèlement, ça peut aller très très loin, il y a beaucoup de choses à mettre en place et en fait d'incidence et c'est pour ça que le profil de la victime ou de l'agresseur va être très important et je pense qu'il faut là aussi, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure, il faut que la honte change de camp parce qu'en fait c'est pas les victimes qui doivent sentir honteuses de ce qui leur arrive, elles ne l'ont pas cherché, même si
il y a effectivement des profils qui sont peut-être plus susceptibles que d'autres d'être... Des failles ou des faiblesses dont se saisissent les agresseurs. Et qui savent très bien détecter. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'il va falloir faire un travail. Mais c'est justement là-dedans où on peut peut-être durer. Comment il y a un problème de l'interprétation, en fait. C'est peut-être aussi ça qui empêche la libération de la parole. Alors justement, c'est très intéressant ce que disait Emmanuel. Je voulais rebondir là-dessus parce que il y a aussi un côté très galvaudé du terme de harcèlement. Harcèlement, maintenant, c'est un peu comme pervers narcissique. On l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Et moi, j'ai des clients qui sont parfois venus me voir en me disant « Maître, je suis harcelée ». Je dis « Attendez, c'est quoi en fait? C'est quoi les faits qui caractérisent ?» On repose. Non, alors ça, je suis désolée. Bon, je comprends que vous ayez pu être blessé, être gêné par tout ça, mais ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est une qualification juridique. Effectivement, alors après, toute la difficulté, ça va reposer aussi sur la preuve, parce que c'est une zone très grise. D'abord, c'est soumis à de l'interprétation aussi, parce que c'est la subjectivité. Le harcèlement, c'est comment c'est ressenti par la victime. Donc, il y a énormément de subjectivité. Et puis maintenant, avec toute la libération de la parole, les gens savent aussi qu'il faut faire attention quand vous dites des choses. Et donc, ils sont beaucoup plus prudents. Et recueillir la preuve va être un petit peu plus compliqué. On ne répare jamais une situation de harcèlement, même avec l'allocation de dommages et intérêts, et pourtant ils sont moins élevés qu'aux États-Unis où ils ont les punitive damages. Mais en France, c'est ce que je dis systématiquement à un client, vous aurez beau avoir 30 000, 50 000, 100 000 euros, ça ne réparera pas ce que vous avez vécu. Parce que c'est une blessure morale, c'est une blessure intérieure, c'est une remise en cause de son estime de soi, et ça, il n'y a pas d'argent qui vient avec. C'est très bien